Coucou les enfants, et ben comme prévu, Isabelle m'a bien fait passer toutes vos questions, vos nombreuses questions, donc avec Alex on va essayer d'y répondre le mieux possible et on commence tout de suite par la première. Comment avez-vous vécu votre enfance ? Alors, jusqu'à 6 ans, j'ai vécu en Polynésie, à côté de l'océan. J'adorais voir les poissons, nager avec tous les jours. Et ensuite, je suis rentré à Paris, où j'ai grandi et où je retourne encore très régulièrement. Et moi j'ai grandi dans le sud de la France, donc au bord de la mer aussi. Et déjà petite, j'adorais les animaux, j'avais une conscience très très forte du fait que on n'était pas supérieur à eux, j'étais déjà antispéciste. En fait, le spécisme, c'est comme le racisme. Le racisme, on pense qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres. Et le spécisme, on pense qu'il y a des espèces supérieures à d'autres. Et petite, j'avais déjà bien conscience que l'homme était absolument pas supérieur aux autres animaux. Quand avez-vous eu votre bateau ? Nous avons acheté notre bateau en août 2017, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. À quel âge avez-vous appris à faire du bateau ? Du coup, on a appris à faire du bateau à quel âge ? Moi 38-39 ans, quelque chose comme ça. Juste avant d'avoir le bateau, on avait pris quelques cours et on a surtout appris sur notre bateau avec Gilles, un marin qui nous a quasiment tout appris. Est-ce que vous avez déjà nagé sous votre bateau ? Bien sûr qu'on a déjà nagé sous notre bateau. Pour le caréner, c'est-à-dire enlever toutes les petites algues qui vont se mettre sous la coque dans l'eau. Et donc là, il faut frotter. Et puis aussi pour prendre des photos sous le bateau. Et pourquoi d'autre ? On va sous le bateau pour aller voir les requins. Des fois, il y a des requins qui se posent sur le sable sous le bateau. Et oui, ça sert d'abri à pas mal de poissons, étant donné qu'il y a de l'ombre et des petites algues. Donc les petits poissons aiment bien ça et les gros poissons aiment bien les plus petits poissons. Donc souvent il y a pas mal de poissons sur le bateau à qui on va rendre visite régulièrement. Avez-vous déjà eu des crustacés sur votre bateau ? Oui, nous avons souvent des petits crustacés qui viennent se coller sous le bateau. Généralement, comment ça s'appelle ? Les balanes ? Généralement des balanes. Et on est obligé de les enlever. Donc avec la brosse, lorsqu'on passe la brosse sous le bateau, on enlève ces petits crustacés qui retournent en pleine mer. Pourquoi avez-vous appelé votre bateau diatomée ? Alors les diatomées sont des petites algues qui peuplent toutes les mers et les océans du monde. Et ces petites algues nous donnent énormément d'oxygène, absorbent le dioxyde de carbone. Et donc aujourd'hui, une bouffée d'oxygène sur 2 qu'on respire vient des océans. Et voilà, ce sont les océans et les diatomées sont un peu les poumons de la planète. Et ce sont des algues qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et quand on les regarde au microscope, ça forme comme des diamants. C'est extrêmement joli. Donc on trouvait que c'était un beau symbole. Ton bateau mesure combien de mètres ? Alors notre bateau mesure 18 mètres et dans le langage des bateaux on parle souvent en pieds, ce qui est une unité de mesure anglaise plutôt et donc qui fait 60 pieds. C'est quoi un quart de nuit ? Lorsque nous sommes en train de naviguer en bateau, il est indispensable qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit sur le pont du bateau à observer ce qui se passe à l'extérieur, autour du bateau. Comme en voiture, on va pas, faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui regarde la route. Et c'est la même chose en bateau. Et donc la nuit, on alterne. Pendant qu'il y en a qui dorment, d'autres restent sur le pont du bateau à regarder s'il se passe quelque chose. Et donc on appelle ça des quarts. Est-ce que c'est compliqué de dormir sur un voilier ? Alors non, c'est très très simple de dormir sur un voilier. On s'allonge sur le matelas, on ferme les yeux et on s'endort. Et il faut savoir que sur un voilier, on dort particulièrement bien parce qu'on est bercé souvent un petit peu par la houle et les vagues. Et souvent, la plupart des gens dorment très très bien sur un voilier. Comment dormez-vous et mangez-vous sur le bateau ?
Et pour se nourrir aussi, c'est très très simple. À partir du moment où on n'est pas trop loin des côtes et qu'on peut faire nos courses dans les supermarchés, on mange exactement comme ce que vous mangez à la maison. On a un four, on a une gazinière et 2 frigos. Donc moi je cuisine beaucoup, je fais des cakes, des tartes, des gâteaux, des salades. On mange normalement. Dans les supermarchés au Panama, on trouve un petit peu la même chose qu'en France. Forcément, on ne trouve pas exactement pareil. Il y a même des marques françaises dans les supermarchés. Bon, forcément, c'est beaucoup plus cher parce que c'est importé. Mais voilà, on mange vraiment très simplement. Et quand on est en navigation, qu'on est loin des côtes, on fait des grosses provisions. Là, on mange plus des boîtes de conserve ou des pâtes, du riz. On mange un petit peu moins de légumes et de produits frais. Donc voilà, c'est un peu moins équilibré, un peu moins savoureux, mais c'est qu'une petite période. Après, souvent, on retrouve de quoi acheter de la bonne nourriture. Comment prenez-vous des douches sur le bateau ? Moi, je suis la spécialiste de la douche sur le bateau. Alex, lui, il adore se laver juste dans la mer. Mais on a la chance d'avoir une petite douche qui se ferme. On a aussi une salle de bain avec une douche qui a même le sol. Donc là, on en fout un peu partout, c'est moins pratique. Mais on essaye d'utiliser très très peu d'eau douce. Donc on se rince très très vite, on se savonne et on se rince très vite. On essaye de faire vraiment très rapide et à l'eau froide bien sûr. Là ça va, on est sous les tropiques, mais si jamais on va dans les pays froids, ça sera plus compliqué. Est-ce qu'il y a des toilettes dans votre bateau ? Alors on a 3 toilettes dans le bateau, on s'en sert que de 2. Et les toilettes fonctionnent avec de l'eau de mer afin de préserver l'eau douce qui est très rare à bord du bateau. Dans le voilier, qu'est-ce qu'il y a comme pièces ? Alors, nous avons principalement le salon salle à manger qu'on appelle le carré, une petite cuisine, nous avons 4 chambres. Alors chambre, c'est des toutes petites pièces avec des couchettes, et on a 3 salles de bain, dont une dont on se sert quasiment jamais, une chambre derrière, on se sert plutôt du débarras. Donc en fait, on a surtout 3 chambres et 2 salles de bain. Et Marianne a oublié de dire qu'il y avait une table à cartes. La table à cartes, c'est l'endroit qui permet de préparer les navigations, regarder les cartes, et c'est un peu le coin technique du bateau. C'est là où est tout le temps Alex, le capitaine. Et on a aussi un pic à l'avant, c'est quasiment comme une pièce où on range des grandes voiles, on range nos paddles, nos palmes, etc. Ça permet de quand même stocker du matériel. Est-ce que vous avez un désalinisateur à bord de Diatomée ? Alors on a un désalinisateur à bord de Diatomée, mais dont nous nous servons pas du tout, parce qu'il n'est pas branché. Un désalinisateur demande énormément d'entretien et il faut s'en servir sans arrêt pour qu'il reste fonctionnel. Donc nous nous sommes très peu servis d'une autre, voire pas du tout. Mais à la place, nous avons ce qu'on appelle un taux de récupération d'eau de pluie, qui est une sorte de grand drap qu'on tend sur le pont du bateau. Et lorsqu'il pleut, ce grand drap récupère l'eau de pluie et est branché en dessous du grand drap un tuyau qui est directement relié à nos réservoirs d'eau. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à recharger un petit peu en eau douce lorsqu'il pleut. Et on fait la vaisselle à l'eau de mer aussi, on a une pompe d'eau de mer dans l'évier de la cuisine, ce qui est bien pratique, ça économise l'eau douce, on rince vite fait à l'eau douce, mais on lave tout à l'eau de mer. Donc c'est de l'eau à volonté. Est-ce que tu connais le Vendée Globe et est-ce que tu le feras un jour ou soit ton mari Alex ? Connais-tu des skippers du Vendée Globe ? Alors, on va énormément vous décevoir, mais on ne suit pas du tout le Vendée Globe. Pour plusieurs raisons. Déjà, on a peu de wifi et le peu de moments où on fait internet, c'est plus pour donner des nouvelles à nos proches. Et moi personnellement, je suis pas fan spécialement de la voile. En fait, pour moi, la voile, c'est un moyen de me déplacer. C'est un peu comme quelqu'un qui a une voiture à Paris. Et il n'est pas forcément pilote automobile et il fait pas forcément des courses. C'est juste pour se déplacer. Après, bien sûr, un bateau, c'est aussi un mode de vie. C'est
c'est plus, voilà, c'est quand même différent d'une voiture, mais moi ce qui me plaît c'est de me déplacer dans une petite maison sur l'eau et de visiter le monde comme ça. Après, faire le Vendée Globe c'est extrêmement difficile, c'est complètement différent parce que c'est une manière de naviguer où on doit aller très vite, régler les voiles au millimètre, être hyper bien connaître ça. Nous on est vraiment débutants quand on navigue, on n'essaye pas d'aller le plus vite possible, on essaye d'avancer, de bien prévoir les tempêtes qu'il peut y avoir, d'anticiper les coups de vent, mais on n'est pas du tout des sportifs comme les skippers qui font le Vendée Globe qui sont extrêmement forts. Enfin, voilà, c'est vraiment comme un pilote automobile, c'est pas parce qu'on a une voiture qu'on va faire c'est quoi une course automobile, Le Mans, je sais pas quoi, Formule 1 ou un truc comme ça. T'as quelque chose à rajouter? Non, moi j'avais juste rencontré Christophe Auguin qui a remporté le Vendée Globe à Ushuaïa, et voilà, qui est un très très grand marin qui a remporté 3 tours du monde en solitaire, dont le Vendée Globe. Et donc voilà, c'est un très très grand marin. Après quand on navigue un petit peu, moi j'admire énormément les gens qui font ça, quoi, parce que déjà rien qu'à deux, faire des longues traversées, c'est épuisant. Alors tout seul, j'imagine, mais même pas, en plus en ayant la contrainte d'aller le plus vite possible. Enfin vraiment pour moi c'est un exploit, mais énorme, et c'est très bien que vous suiviez ces gens-là. Enfin voilà, pour moi c'est des grands héros, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'attire moi personnellement, les traversées. J'aime pas trop ça, je préfère être au mouillage et voilà, et dans l'eau. Est-ce que vous avez un bateau ou un IMOCA? Donc du coup vous aurez bien compris que, et non, notre bateau c'est pas du tout un IMOCA. D'ailleurs je ne savais même pas ce qu'était un IMOCA. Donc c'est un bateau, un voilier monocoque normal. Avez-vous déjà rencontré un objet flottant non identifié sur Diatomée? Alors, c'est possible qu'on en ait croisé. De temps en temps, on peut croiser des gros bouts de bois sur l'eau. Ce qui nous a posé le plus de soucis pour le moment, ce sont les algues et les sargasses dans la mer des Caraïbes. Certains endroits sont recouverts d'algues qui flottent. Et ces algues, 2 fois de suite, nous ont bouché les évacuations d'eau sur le pont. Et le bateau a pris l'eau à cause des algues. Alors c'est assez étrange, c'est pas vraiment un ovni, parce qu'on a identifié ce que c'était. Mais on a, il y a des objets effectivement en mer qui peuvent causer des problèmes et on s'y attend pas. C'est pour ça qu'il faut toujours surveiller, mais bon, la nuit on voit pas grand chose, donc ça reste quand même dangereux. Et les algues aussi, elles risquent qu'elles se mettent dans l'hélice. Ouais. C'est toujours un peu, on essaie toujours de les éviter, mais parfois on peut pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré des vagues gigantesques? Oh non, on n'a pas rencontré de vagues gigantesques. Non, mais moi c'est ma hantise. Ça me fait extrêmement peur. On appelle ça les vagues scélérates. Même des vagues moins grosses que des vagues scélérates. Mais c'est vrai que ça me fait très peur. En même temps, je me dis j'ai beaucoup plus de risques de mourir quand je fais du vélo à Paris que de me prendre une grosse vague en navigation. Parce qu'en général, les tempêtes, on essaye de les éviter. Non, c'est même des grosses vagues sur le bateau, on s'en est jamais trop pris pour l'instant. On croise les doigts. Avez-vous déjà vu des icebergs? Êtes-vous déjà allé en Antarctique? Avez-vous déjà vu un albatros? Avez-vous déjà rencontré des orques? J'ai eu la grande chance d'aller plusieurs fois en Antarctique, 2 fois à la voile. Et donc j'ai eu la chance de voir des icebergs plein.
de croiser beaucoup d'albatros pendant les navigations, d'y croiser des orques, d'y croiser d'autres baleines, des manchots. C'est voilà, un continent absolument extraordinaire, voilà, qu'il faut absolument préserver. Et moi, je ne suis jamais allée en Antarctique, j'ai jamais vu d'albatros, j'ai vu des orques au loin dans un voyage qu'on avait fait en Argentine, mais des icebergs, j'en ai vu au pôle Nord parce qu'avec Alex, donc l'Antarctique c'est au pôle Sud, au pôle Nord on a été au Spitzberg et là on a vu des icebergs et des belugas. Mais tout ça c'était pas avec Diatomée, c'était avant d'avoir Diatomée dans nos voyages. Quels sont les animaux marins que vous avez vus pendant votre précédent voyage? Avez-vous rencontré avec Alex d'autres animaux pendant le dernier voyage? Alors, les animaux marins qu'on a rencontrés, ce sont des requins aux Bahamas et des dauphins aussi. Au Mexique, on a un petit peu moins vu d'animaux parce qu'on était surtout dans les cénotes. C'est des puits d'eau douce en plein milieu de la jungle, donc là il y a des petits poissons, mais c'est surtout le lieu qui est exceptionnel. Au Belize, on a vu ce qu'on appelle des lamantins. Ça, on a trop adoré les voir. C'est des vaches de mer, ils font partie des mammifères marins et ils sont végétariens. Et aux Caraïbes, on a croisé beaucoup de poissons, quelques mammifères marins en naviguant, en nageant. On a vu beaucoup de tortues qui sont magnifiques, des poulpes, voilà, toute une faune marine. Des petits crabes. Voilà, c'est dense. Oui. Quels sont les animaux qui vivent au Panama? Alors, au Panama, on a été dans des îles où on n'a pas vu énormément d'animaux marins. Et depuis qu'on y est retourné, on est surtout sur la terre et il faut savoir qu'ici, c'est la jungle. Donc, il y a plein d'espèces de singes différents. Il y a des coatis. Les coatis, c'est un peu comme des gros ratons laveurs, comme un mélange raton laveur, renard. Ils sont trop mignons. Il y a des agoutis. Ça ressemble à des rats géants, on dirait une créature sortie d'un film fantastique. Énormément d'oiseaux, dont certains qui font des bruits très bizarres. Et des grenouilles aussi qui font des bruits bizarres. On a vu des crocodiles, des tortues d'eau douce. Des fourmis. Ouais, pas mal de fourmis qui transportent, qui viennent découper des petites feuilles dans les arbres pour les amener dans leur terrier et ça leur permet de se nourrir. On a vu aussi des papillons avec de très très belles couleurs. Et on trouve que le Panama devrait être beaucoup plus connu au niveau de sa faune et de sa flore, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du Costa Rica, mais c'est juste en dessous du Costa Rica et c'est vraiment la même jungle, les mêmes animaux, la même nature, les mêmes plages et c'est tout aussi beau et beaucoup moins touristique. Bonjour Marianne et Alex, quel est votre animal préféré au Panama? Notre animal préféré au Panama, c'est le paresseux. On n'en a pas vu beaucoup parce qu'ils sont très difficiles à voir et quand on les voit, souvent ils dorment. Mais voilà, mais ils sont vraiment particulièrement mignons et on continue de les chercher, mais ils sont vraiment très difficiles à trouver et à voir. Après avoir enregistré cette vidéo,
nous avons enfin aperçu des paresseux. Pouvez-vous prendre en photo tous les animaux que vous croisez? Alors moi j'essaye de prendre en photo et surtout de filmer tous les animaux, mais le problème c'est que dès qu'ils nous voient les animaux, ils réagissent comme ça. Et donc c'est très compliqué parce qu'ils restent sauvages et peureux, tant mieux pour eux parce que ça leur permet de survivre aussi, mais c'est pas simple de prendre les animaux en photo, à part les insectes ou qui eux s'en fichent, mais les mammifères c'est plutôt compliqué. Quand est-ce que vous allez revenir en France? Alors on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va pouvoir revenir en France. C'est un peu compliqué car au Panama ici l'épidémie de Covid est en train de reprendre, donc ça devient très compliqué de circuler et toutes les semaines il y a de nouvelles restrictions, un peu comme en France, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire ces prochaines semaines. On aimerait bien rentrer peut-être en janvier ou en février, mais plus le temps passe, plus ça semble compliqué. Mais on croise les doigts pour rentrer au moins avant la fin de l'année scolaire en France. Voilà, on espère que ça sera possible. Est-ce que vous aimez visiter le monde? On adore visiter le monde, ça permet d'ouvrir l'esprit et surtout de découvrir tout ce que la nature nous offre de merveilleux, les animaux, la mer, les plantes, enfin c'est vraiment un bonheur de découvrir ça. Et on est super content de découvrir le monde à bord d'un voilier. Les gens sont très sympas avec nous lorsqu'on arrive quelque part à la voile. Et donc voilà, c'est un vrai privilège aujourd'hui et voilà, on essaie d'en profiter au maximum. J'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions. On vous fait des gros bisous. Et je vous dis à très vite, je vous tiens au courant de nos aventures. Ciao ciao!